Donc votre chef, c'est le chauve. Non, c'est moi. Salut à tous, c'est le Babymaker. Aujourd'hui, on va parler de voitures électriques. Si actuellement elles sont plus chères que les thermiques, à plus ou moins moyen terme, elles devraient devenir moins chères. Et d'ailleurs aujourd'hui, il est déjà moins coûteux de posséder une voiture électrique. Prix d'achat et coût d'usage cumulés. Comment cela est-ce possible ? Eh bien, c'est en comparant la conception de ces deux types de véhicules qu'on va l'expliquer. Pour bien comprendre, il faut s'attarder sur les différences techniques entre un véhicule électrique et un véhicule thermique. Sérieusement, vous arrivez à les distinguer, vous? Oui. Bon, je sais pas comment vous faites. Avant de voir les différences entre ces deux types de véhicules, voyons d'abord quels sont les points communs. Dans les deux cas, on a 4 roues, dont au moins 2 assurent la propulsion. Les 2 roues sont entraînées par un arbre de transmission, lui-même entraîné par le moteur. Mais entre le moteur et l'arbre, on a un différentiel. C'est très important un différentiel, surtout dans les virages. Lorsqu'une voiture prend un virage, la roue qui se trouve à l'extérieur doit parcourir une distance plus longue que celle qui se trouve à l'intérieur. Autrement dit, les roues doivent tourner à des vitesses différentes, comme ici, avec 4 tours pour la roue intérieure et 7 tours pour la roue extérieure. Or, si elles sont solidaires comme ici et qu'on les force à prendre le virage, ne pouvant pas tourner à la même vitesse, eh bien on assiste inévitablement à des dérapages, ce qui est très mauvais pour la tenue de route. Un différentiel résout ce problème en permettant aux roues motrices de tourner à des vitesses différentes. Alors, comment fonctionne un différentiel ? On a l'arbre de transmission qui entraîne un grand pignon qui à son tour entraîne 2 petits pignons qui eux entraînent les roues. Alors l'avantage de ces 2 petits pignons, c'est qu'ils sont mobiles et par conséquent, si besoin, ils permettent aux roues de tourner à des vitesses différentes. Voilà comment fonctionne un différentiel. Et les points communs s'arrêtent là. Voyons maintenant quelles sont les différences. Sur la voiture électrique, on retrouve le moteur, dont le fonctionnement est très simple. On a à l'intérieur 3 aimants qui entraînent un aimant central, qui entraîne un axe, qui à son tour entraîne les roues. Alors ce ne sont pas des aimants comme ceux qu'on colle sur le frigidaire, ce sont des aimants électriques, qui utilisent le principe de la bobine. Une bobine, c'est un câble électrique qu'on a enroulé sur lui-même. Avec cet agencement, lorsqu'un courant électrique passe, la bobine se transforme en aimant, avec un pôle positif et un pôle négatif. Et si on inverse le courant, eh bien les pôles s'inversent. Ainsi, pour faire tourner l'aimant central, les aimants extérieurs changent de polarité en changeant leur sens de courant. D'abord, on a un premier aimant avec un pôle positif qui le pousse, et un deuxième avec un pôle négatif qui l'attire. Puis, le deuxième aimant devient positif et le pousse, le troisième qui était en phase neutre devient négatif et l'attire, et le premier, lui, passe en phase neutre. Et ainsi le processus se répète, entraînant le rotor, qui entraîne l'arbre, qui à son tour entraîne les roues. Plus le conducteur envoie du courant dans le moteur, et plus il tourne vite. C'est comme ça qu'il gère sa vitesse. Ce fameux courant, il vient de la batterie. Mais comment fonctionne-t-elle ? Pour rappel, la matière qui nous entoure et qui nous compose est faite d'atomes, avec un noyau autour duquel gravitent des électrons. Un courant électrique, c'est lorsque des électrons se déplacent, en l'occurrence ici, dans un câble métallique. Dans une batterie, pour que le courant circule, il faut avoir d'un côté l'anode, remplie d'atomes prêts à libérer des électrons, et donc chargé négativement. Et de l'autre côté, la cathode, qui va aspirer ces électrons, et donc chargé positivement. Les électrons, eux, ont une charge négative. Pour que le courant passe, il faut les relier avec un câble électrique. Une fois reliés,
Grâce à sa charge positive, la cathode arrache un électron à un atome de l'anode. En circulant, l'électron passe par le moteur, ce qui le fait fonctionner. Puis, il arrive dans la cathode, ce qui modifie sa charge et la rend négative. En perdant un électron, l'atome de l'anode devient chargé positivement, et du coup, il est attiré par la charge négative de la cathode. Ne pouvant pas passer par le câble électrique, il la rejoint par l'électrolyte, qui est faite pour cela. En arrivant, il récupère son électron, ce qui fait redevenir la cathode positive. Du coup, elle aspire un autre électron à un autre atome, ce qui inverse sa charge et fait migrer l'atome chargé positivement vers elle. Il récupère son électron et ainsi de suite, le processus se répète jusqu'à que tous les atomes aient migré dans la cathode. Et plus on ouvre les vannes, plus le processus est rapide, et plus le courant est puissant. Voilà comment une batterie libère de l'électricité. Et pour recharger, comment fait-on, me diriez-vous? En branchant la batterie, le courant électrique inverse le processus. Il arrache un électron à un atome qui retourne dans l'anode. Cela inverse la charge des deux côtés et fait faire marche arrière à l'atome. Et ainsi de suite, le processus se répète jusqu'à que tous les atomes soient retournés dans l'anode. Et plus le courant est puissant, et plus la recharge sera rapide. Et à la fin, on peut débrancher et la batterie est de nouveau prête à l'emploi. Eh ben dis donc, c'est pas si simple que ça. Ouh si, crois-moi. Car maintenant, on va parler des voitures thermiques. Pour expliquer le fonctionnement du moteur thermique, retraçons d'abord le voyage du carburant. Le carburant se trouve dans le réservoir, mais il ne se rend pas tout seul dans le moteur. Pour ça, il faut une pompe. Pour brûler, le carburant a besoin d'oxygène. Du coup, il est mélangé avec de l'air avant d'entrer dans le moteur. Le moteur est fait de pistons. En moyenne, ils sont au nombre de 4 sur une voiture standard. C'est eux qui, en montant et en descendant, font tourner un axe rotatif, le vilebrequin. Mais comment y arrive-t-il? Le carburant arrive près du moteur. Premier temps, le piston descend. La soupape d'admission s'ouvre et laisse entrer le mélange. Deuxième temps, le piston remonte et comprime les gaz. Alors le piston ne bouge pas tout seul. Il est entraîné par un moteur électrique, lui-même alimenté par la batterie. Troisième temps, la bougie enflamme les gaz, ce qui provoque une explosion qui repousse le piston. D'où le nom de moteur à explosion. La bougie génère en fait une étincelle électrique, et est donc alimentée elle aussi par la batterie. Le premier rôle d'une batterie sur une voiture thermique, c'est de faire démarrer le moteur. Avant, on le faisait démarrer avec une manivelle, qui mettait en mouvement les pistons, et également une dynamo qui alimentait les bougies. Quatrième temps, le piston remonte, et cette fois-ci grâce à son élan. L'autre soupape s'ouvre et les gaz brûlés sont chassés vers le pot d'échappement. Et le cycle recommence, entraînant le piston qui n'a plus besoin de l'aide de la batterie. En montant et en descendant, il fait tourner le vilebrequin. Et le vilebrequin fait tourner les roues. Eh ben non, on en est encore loin. Et c'est même à partir de là que les choses se corsent. Le problème, c'est qu'un moteur thermique, contrairement à un moteur électrique, ne peut pas tourner à la vitesse qu'il veut. La vitesse de rotation du moteur dépend de la quantité de carburant brûlé dans la chambre de combustion. Plus il en brûle, et plus il tourne vite. Et moins il en brûle, et plus il tourne lentement. Sur une voiture standard, le moteur peut tourner au minimum à 600 tours minute. En dessous, la quantité de carburant est trop faible pour qu'il y ait combustion. Et du coup, il cale. Le moteur peut tourner au maximum à 6000 tours minute. Au-delà, la combustion est tellement importante qu'elle finit par le faire exploser. Tant que la voiture roule, ses limites ne sont pas un problème. Mais si elle s'arrête, eh bien le moteur doit s'arrêter lui aussi, pour que les roues s'arrêtent de tourner. Et le pire, c'est au démarrage. En s'allumant, le moteur fait passer directement les roues d'une position d'arrêt à une vitesse de rotation de 600 tours minute. Du coup,
la voiture part en trombe avec les roues qui dérapent. Bref, le genre de démarrage pas du tout maîtrisé et sécurisé. Pour résoudre ce problème, on utilise un embrayage. L'embrayage permet à la demande du conducteur de connecter et déconnecter la transmission du moteur aux roues. Et surtout, il permet de faire cette transition en douceur, et ainsi de démarrer lentement. Mais comment ? L'embrayage est en deux parties. La première, c'est le volant moteur, qui est entraîné par le vilebrequin. Puis, on a un disque qui permet de transmettre le mouvement aux roues. La transmission ne se fait pas par accrochage, mais par frottement. Quand on appuie sur la pédale d'embrayage, le disque est déconnecté. Le moteur tourne, tandis que les roues, non. Quand on commence à lâcher la pédale, le disque vient frotter sur le volant moteur. Plus on relâche l'embrayage, et plus les frottements sont importants, jusqu'au moment où ils finissent par mettre le disque en mouvement qui à son tour entraîne les roues. La voiture accélère progressivement jusqu'à que l'embrayage soit complètement relâché et la transmission complète. Et pour continuer à accélérer, il n'y a plus qu'à augmenter la vitesse du moteur en appuyant sur l'accélérateur. Bon bah ça y est, c'est fini maintenant. Elle roule la voiture. Eh bah non, on n'y est pas encore. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. La vitesse du moteur étant limitée à 6000 tours minute, eh bien, on ne peut guère dépasser les 50 km/h. Et bonjour la surconsommation. Pour qu'il y ait un bon rendement, il faut que le moteur tourne en moyenne à 1700 tours minute. Pour régler ce problème, on utilise une boîte de vitesse. Elle permet de modifier de façon mécanique la vitesse de rotation des roues, exactement comme sur un vélo. Mais comment cela fonctionne ? Si on veut rouler lentement, le disque de transmission va entraîner un pignon de plus grande taille. Quand le disque fait un tour sur lui-même, le grand pignon n'en fait qu'un tiers, et les roues qui l'entraînent tournent donc 3 fois plus lentement. Si on veut aller vite, le disque va entraîner un pignon de plus petite taille. Quand le disque fait un tour sur lui-même, le pignon, lui, en fait 3, et ainsi les roues tournent 3 fois plus vite. Comme sur un vélo, les pignons sont alignés sur le même axe, pour permettre au disque de transmission de passer facilement d'une vitesse à l'autre. Mais lors de ces changements, le disque modifie brutalement sa vitesse de rotation. Pour éviter les à-coups, il faut déconnecter l'embrayage pour passer d'une vitesse à l'autre en douceur. Et en fin de course, c'est la boîte de vitesse qui entraîne l'arbre de transmission qui à son tour entraîne les roues. Et ça y est, on peut enfin partir. Au final, vous l'aurez compris, la conception d'une voiture thermique C'est un bordel. est bien plus complexe que la conception d'une voiture électrique. Et cette complexité a des inconvénients. Plus une machine intègre des composants différents, et plus le risque de panne augmente. De plus, un moteur qui fonctionne à base d'explosion subit des vibrations et de la chaleur qui accélèrent énormément l'usure. Résultat, de nos jours, une voiture électrique demande bien moins d'entretien qu'une voiture thermique et coûte donc en moyenne 2 fois moins cher en maintenance. Ajoutez à cela le faible coût de la recharge électrique et au final aujourd'hui, posséder une électrique coûte déjà moins cher qu'une thermique. Achat compris. Sur la base de 15 000 km par an, le coût annuel d'une voiture électrique revient moins cher qu'une thermique au bout de 4 ans. Bon, c'est bien beau tout ça, mais vu qu'une voiture électrique est bien plus simple à fabriquer qu'une thermique, pourquoi coûte-t-elle plus cher ? Eh bien ça, c'est parce que leur production à l'échelle industrielle est encore récente. Il faut savoir que les voitures thermiques ont derrière elles un siècle d'industrialisation. Une si longue période a laissé le temps d'améliorer cette technologie, et surtout de la rendre moins chère. Les voitures électriques sont produites de façon industrielle que depuis 10 ans. Du coup, il faut encore du temps pour que les procédés de fabrication s'améliorent et baissent leur prix. Et les constructeurs doivent également amortir les énormes investissements faits dans l'électrique.
le développement d'un tout nouveau modèle de voiture peut coûter des milliards, voire des millions. 1 milliard vaut plus qu'1 million, tête de burne. Maintenant, zip là. Aujourd'hui, le prix d'une voiture électrique comprend le remboursement de cet investissement. Mais il finira par venir un jour où les investissements seront remboursés. Et les progrès de l'industrialisation feront que, selon toute vraisemblance, les voitures électriques deviendront bien moins chères que ne l'ont été les voitures thermiques jusqu'ici. Moins cher, cool. Mais il paraîtrait que les voitures électriques seraient plus polluantes que les thermiques. Eh bien ça, c'est une autre question, qui fera l'objet d'un autre épisode. Mais je peux déjà vous dire que ce n'est pas le cas. C'est même carrément impossible. Et on verra pourquoi. Eh bien voilà, cet épisode est terminé. Si vous voulez me soutenir, comme d'habitude, le pouce bleu, le partage, et abonnez-vous si vous voulez pas rater le prochain épisode. Préférez la curiosité aux préjugés. À la prochaine.